Je vous propose un petit exercice. Imaginez le temps de cette vidéo que je ne suis pas un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et que je suis simplement un être humain avec suffisamment d'expérience et de connaissances, que ce soit en neurologie, en physiologie, en psychiatrie, bref, en médecine, pour pouvoir m'autoriser, me permettre de suggérer, de proposer, de guider avec des stratégies ou des conseils des gens qui souffrent. Je ne suis qu'un humain, avec donc trop peu de connaissances et d'expérience pour pouvoir me permettre d'imposer des choses. Et bien tout ça, c'est ce que je fais dans mon cabinet. C'est ce que je fais à la fac, et c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai cette idée un petit peu folle, depuis toujours, que ce que je raconte est censé en tout cas avoir plus d'importance, voire ne doit être que la seule chose importante en comparaison à mon physique, par rapport à ma morphologie, bref, à mes caractéristiques. C'est peut-être un peu fou, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors 30 secondes de contexte. Après avoir fait plus de 300 vidéos, j'en ai fait une d'1 minute qui part de 2 constats. Le premier constat, c'est que beaucoup de femmes prennent des rendez-vous médicaux pour leurs hommes. Et le deuxième, c'est que beaucoup de femmes considèrent que cette tâche rajoute de la difficulté à leur charge mentale et donc pourrait être à l'origine de souffrance. Dans cette vidéo, je propose donc aux femmes qui sont dans cette situation et qui en souffrent et qui n'ont pas de solution, parce que si elles avaient trouvé des solutions efficaces, elles n'en souffriraient pas, eh bien d'arrêter de faire cette démarche afin de soulager ce poids. Ou alors, deuxième option, de ne le faire qu'une seule fois, en donnant des coordonnées, hop, et puis on s'en débarrasse, afin toujours de soulager ce poids. 90% des réactions vont dans mon sens et me remercient, d'ailleurs j'en profite pour les remercier également du soutien. Mais il y a 10% qui me traitent de misogyne, d'antiféministe et m'insultent en privé, je vous passe les noms d'oiseaux. D'abord, c'est un sujet qui me tient à cœur. Bref, il y a certains sujets qui méritent d'être approfondis, car à mes yeux, potentiellement graves. Donc j'ai un peu potassé, et je vois 5 grands problèmes. Premier problème. Dans cette vidéo, je parle de mecs fragiles. Je parle d'hommes irresponsables. Je parle de poltrons et d'immatures. De gens qui ne sont même pas capables de décrocher un téléphone pour pouvoir prendre un rendez-vous médical pour leur propre santé. Et ces mecs-là sont avec des femmes fortes, responsables et surtout empathiques. C'est à ces femmes-là que je parle. Et je n'ai pas l'impression qu'inviter à expérimenter des stratégies pour moins souffrir à des femmes soit particulièrement un postulat de base qui pourrait être considéré comme misogyne. Le deuxième problème, c'est la notion d'extrapolation des propos. J'ai l'impression que quand il y a des conflits ou des incompréhensions, surtout sur ce genre de sujet, eh bien parfois, on fait dire à l'autre quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre que ce qu'il avait dit. Donc, on lui fait dire quelque chose qu'il n'a pas dit. Comme si on savait ce qu'il voulait dire mieux que lui. Quand je dis lui, c'est l'autre, homme ou femme. Alors je vais pas jouer au naïf, je vais pas jouer au candide, je pense que c'est principalement parce que les gens n'expriment pas exactement ce qu'ils veulent, et qu'ils essayent toujours d'être diplomates, et donc peut-être qu'on n'a pas toujours accès à ce qu'ils voulaient vraiment dire. Ça, je veux vraiment bien le concevoir. Mais dans l'exemple, là, je vais citer un des commentaires qui dit, je cite, « Ça revient à dire que c'est de la faute de ces bougresses de femmes qui font tout ce qui les empêche d'être autonomes. » Fin de citation. Ça, c'est typiquement de l'extrapolation, de l'interprétation. Donc il y a 3 choses qui vont pas là. La première chose, c'est que ça revient à dire. Bah non, ça ne revient pas à dire, parce que je ne l'ai pas dit, et si j'avais eu besoin de le dire, je l'aurais dit. Donc c'est une interprétation. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais parlé de faute. C'est pas la faute de quelqu'un, ou c'est la faute de personne, ou à la limite, c'est la faute de tout le monde. Et la troisième chose, c'est que je ne vois pas pourquoi il faudrait interpréter ce que je dis en disant que je dis que ce sont des bougresses, ou que c'est ça qui les empêche d'être autonomes. Si j'avais voulu dire ça, je l'aurais dit, je n'y vais pas par 4 chemins. Si vous me suivez, vous saurez que j'ai cette petite particularité qui fait que je ne sais pas faire de sous-entendus et que je ne suis pas doué de diplomatie. Avec moi, il n'y a pas de sous-entendus, il y a des postulats, il y a des prérequis, des hypothèses, et tout ça sont présentés comme tels. Mais il n'y a pas de sous-entendus. Le troisième problème, c'est la transmission des informations qui peuvent éventuellement gêner. Dans la transmission du savoir, de la connaissance, de l'aide à l'autre, je le fais de 3 manières. Soit dans mon cabinet, soit à la fac, soit sur les réseaux sociaux. Quand je suis au cabinet, je le fais d'une certaine manière. Quand je l'enseigne, je le fais d'une autre manière. Et quand je crée du contenu sur les réseaux sociaux, je le fais d'une autre manière. Je raconte les mêmes choses, les mêmes connaissances, mais d'une autre manière, d'une autre forme. Et pour créer du contenu sur Internet, il faut déterminer son cœur de cible, à qui on parle, et la façon dont il consomme, comme quand on veut vendre un produit. Et moi, mon produit, c'est la réflexion et la connaissance sur la santé. Mon cœur de cible, c'est la population qui veut bien réfléchir et qui aime bien apprendre des choses sur la santé. Évidemment, quand vous tombez sur une vidéo, on vous l'a un petit peu imposé par le réseau social, ce n'est pas comme quand vous achetez un livre et que vous faites la démarche d'aller en librairie. Vous ne pouvez pas savoir au préalable, quand vous tombez sur une vidéo, à qui moi je pense
m'adresser. Et moi, dans mes vidéos, je pars du principe inaliénable que je parle à des gens qui aiment bien réfléchir et se remettre en question. Si la démarche de réfléchir et se remettre en question vient d'une vidéo et que ça vous oppresse, peut-être que ça mérite de réfléchir 5 minutes pour découvrir pourquoi, avant d'insulter la personne qui a dit quelque chose qui vous hérisse le poil. Donc là, on revient au point numéro 1. Si vous êtes en couple avec ce mec qui est responsable et que vous lui en voulez, ce n'est pas parce que je pointe du doigt cette souffrance que c'est moi qu'il faut fustiger, que c'est moi qu'il faut insulter. En résumé, avec moi, il n'y a pas vraiment de raison d'extrapoler. Et deuxièmement, je ne fais pas des vidéos qui disent « Ah, dis donc, vous avez remarqué que les femmes prennent souvent des rendez-vous pour les hommes. Ha 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 !» J'essaye de proposer des solutions qui, par définition, ne peuvent pas marcher pour tout le monde. Il ne faut pas insulter le cardiologue quand il vous dira que vous avez de l'hypertension. Sauf s'il vous dit que c'est de votre faute, de manière très claire, très explicite, et ce qui n'est pas mon cas. Dans mon exemple, vous êtes la patiente qui souffre d'une situation. C'est vous que j'ai en face, donc c'est à vous que je parle, en vous proposant des solutions pour vous rassurer, parce qu'il y a énormément de solutions. Le quatrième problème, la quatrième question à mes yeux, c'est est-ce que c'est un problème d'interaction ou un problème de victime ? On parle d'interaction, d'accord ? Donc dans un système entre deux personnes, dans notre cas. Quand on n'a pas accès au système, en l'occurrence le couple, eh bien on est dans l'obligation de choisir celui qui sera le plus à l'écoute. Quand vous voyez un débat télé entre un abruti et quelqu'un qui se pose de bonnes questions, et qui fait des efforts, et qu'il en souffre de ces efforts, eh bien pour atténuer la dépense d'énergie et la souffrance de celui qui vous semble faire les efforts, à qui des deux essayez-vous de parler ? Qui essayez-vous d'aider entre les deux ? Alors moi je pars du principe que dans ce cas, si c'est la femme qui fait des efforts, que c'est la femme qui souffre de faire des efforts, eh bien ne rien faire, ça ne va pas vraiment aider, parce que peut-être que cette personne a tout essayé, ou pense avoir tout essayé, et donc de manière parfaitement logique, si j'ai en face de moi la personne qui fait les efforts et la personne qui essaye de moins souffrir, eh bien c'est cette personne-là que je vais essayer d'aider. Et ça ne va pas chercher plus loin. Cinquième chose, il existe des différences neurologiques, psychologiques, psychiatriques entre les hommes et les femmes. Ce sont les fameux postulats de base qui m'ont permis, je dirais même qui m'ont autorisé à parler aux femmes et à proposer des solutions. Comme le dit la philosophe Julia de Funès, on ne doit pas dériver de l'égalitarisme de droit, qui est une très bonne chose, bien évidemment, vers une indifférenciation absolue. Parce que la différence ne signifie pas toujours inégalité. La différence ne signifie pas toujours injustice. Il existe des différences qui sont parfaitement justes. C'est la définition de ce qu'on appelle l'équité. Il faut s'intéresser aux différences entre les gens pour mieux les aider. Première chose, la catégorisation des problèmes. En santé mentale, on distingue deux façons de catégoriser les problèmes. L'internalisation, donc il y a un problème, il y a quelque chose qui nous tracasse, on internalise, on garde en nous, et ça peut entraîner des sensations. Et ces sensations peuvent entraîner à des symptômes du style dépression, anxiété, somatisation, bref, ce qu'on peut appeler la charge mentale. L'autre façon de catégoriser, c'est l'externalisation des problèmes. Et ça peut entraîner des comportements, comme l'addiction, l'agressivité et les passages à l'acte. Et je vous le donne en mille, les femmes ont une tendance statistique à l'internalisation des problèmes, et les hommes à l'externalisation des problèmes. Deuxième particularité, le comportement face à la souffrance mentale des hommes par rapport aux femmes. Il existe ce qu'on appelle un gender gap, c'est un intervalle, un fossé, un écart entre les hommes et les femmes concernant les consultations pour les services de santé mentale. Les femmes consultent plus les services de santé mentale que les hommes. Est-ce que c'est parce qu'elles souffrent plus ? Est-ce que c'est parce qu'on leur fait plus de mal ? Est-ce que c'est parce qu'elles subissent plus de traumatismes ? Aucune idée. Mais moi, quand la science me propose ou m'affirme une tendance, eh bien je peux l'utiliser de manière optimiste, de manière constructive. Je la vois avec le verre à moitié plein du thérapeute qui saisit l'occasion pour construire avec la personne qui, en l'occurrence, au moins, elle, fait la démarche d'essayer d'aller mieux. Ce qui est plus le cas des femmes que des hommes. Donc c'est cohérent. Je m'arrête là pour les différences entre les hommes et les femmes d'un point de vue neurologique et psychiatrique parce que ça, on pourrait en faire une vidéo d'1 heure. C'est très intéressant et la littérature est très documentée là-dessus. Mais je vous propose juste les deux postulats de départ qui m'ont permis de dire que ça méritait de parler aux femmes parce que c'est peut-être les femmes qui s'intéressaient plus à ça et que c'est peut-être les femmes qui avaient plus de courage pour essayer de faire avancer les choses parce que c'est peut-être plus les femmes qui avaient un risque de dépression selon la littérature scientifique. Le processus scientifique consiste plutôt à tester, observer et établir des tendances. Comme savoir par exemple qu'il y a 65% de chances, ou de risque plutôt, de faire un épisode dépressif quand on est une femme. Si on interprète les choses qu'on observe à travers le prisme de ses propres peurs, c'est-à-dire un filtre de peur, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge. Vous êtes une femme donc vous êtes dépressive, ça c'est faire une généralité, c'est néfaste,
c'est inutile, alors que si on interprète les choses qu'on observe à travers le prisme d'autres connaissances pour proposer des solutions, eh bien ça c'est la méthode scientifique. Là, on peut commencer à sortir de l'auberge. Donc personnellement, je suis parti de la connaissance que les femmes, 1, ont plus de risques de dépression, 2, ont tendance à plus internaliser, et 3, ont tendance à plus faire la démarche de consulter pour aller mieux. Et ça, c'est l'essence de mon métier de soignant, que ce soit au cabinet, que ce soit à la fac ou que ce soit sur les réseaux sociaux. En conclusion, je me pose la question, est-ce que ce sont les médias ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux, en tout cas, qui accentue ce problème d'incompréhension ou ce problème de victimisation ou ce problème de malaise entre des gens qui essentialisent et des gens qui essayent d'avoir une parole bienveillante. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on doit arrêter d'essayer de proposer du contenu, de proposer de la connaissance, de proposer de l'aide, sous prétexte qu'on est un homme, sous prétexte qu'on est noir, sous prétexte qu'on est une femme, sous prétexte qu'on pourrait être d'abord essentialisé avant que les gens s'intéressent à notre contenu? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça voudrait dire qu'il faudrait être certain, avant même de le dire, que ce qu'on dit ne va entraîner dans aucun cas ni d'indignation, ni de sentiment d'humiliation, ni d'exclusion. Et ça, fondamentalement, c'est impossible. Ça, c'est une question morale. Et la morale et les réseaux sociaux ne font pas bon ménage. Les réseaux sociaux, c'est un peu le tribunal populaire. Et comme le dit Tristan Harris, ce n'est pas la technologie qui est la menace existentielle, c'est la capacité que la technologie a de révéler ce qu'il y a de pire dans la société.